Alors, bienvenue à tous. Ce ne sera pas long, on va laisser les gens le temps de joindre le webinaire. Regardez les spectateurs. Cyril, tu m'informeras que ça semblera se stabiliser. Oui. Écoute, là, le nombre ne monte pas beaucoup, fait que je pense que je peux y aller, puis le monde rentrera. Parfait. Alors, bienvenue à tous au webinaire ce soir, stabilité et productivité des systèmes fourragers. Alors, le premier webinaire d'une série de 4. Ce soir, la présentation portera sur la mise en place d'un système résilient et résistant. J'aimerais, avant de commencer, qu'il y ait certaines consignes au niveau de l'utilisation de Zoom qui vous soient données. Alors, je vais demander à Cyrine qui va gérer un peu les échanges de nous faire ça. Oui, bon, donc bonjour à tous. Ça fait très plaisir de vous voir. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la fonction webinaire de Zoom, c'est assez simple. Déjà, vous n'avez pas de caméra, on ne peut pas vous voir, c'est normal. Si vous voulez ouvrir votre micro, il va falloir demander l'autorisation et il n'y a que nous qui pouvons vous débarrer vos micros. Sinon, la meilleure façon pour communiquer avec nous tout au long du webinaire, ça va être d'utiliser les fonctions chat ou discussion ou Q&R qui sont en fait situées en bas de votre écran. Vous avez la petite bande, donc vous avez écrit normalement discussion au chat ou Q&R ou Q&A suivant la version en anglais-français. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à aller sur le discussion, le chat, et on essaiera de vous aider. Et ensuite, utilisez le Q&R plutôt si vous avez des questions pour le webinaire. On va aussi faire des choses un peu interactives. Vous allez voir, ce sera facile, il suffira de cliquer dessus. Donc, voilà. Merci Cyril. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter le conférencier ce soir. Alors, c'est M. Maxime Leduc, agronome, qui va nous faire la présentation. Et comme je l'ai dit plus tôt, moi-même, Nathalie Côté, agronome au producteur de bovins, coordonnatrice du programme VBT+, et Cyrine El Amdoui, agronome au producteur de bovins, qui est responsable aussi des programmes de qualité. On va vous accompagner tout au long de cette soirée-là. J'aimerais juste, avant de laisser la parole à M. Leduc, rappeler que l'activité est rendue possible grâce aux producteurs de bovins, au réseau Agri-Conseil, ainsi qu'au programme VBT+. À ce moment-ci, je vais arrêter, moi, mon partage d'écran et je vais permettre à Maxime de partager le sien. Bonne présentation. Merci, Nathalie, de m'avoir permis d'être là aujourd'hui pour faire cette présentation. Avant de débuter, juste un bref rappel qui je suis. Avant tout aussi, je suis un producteur agricole comme vous. Mon père, c'est un fan des vaches Limousin. J'espère qu'il y en a dans la salle. Vous pouvez me répondre sur le chat. Est-ce qu'il y a des amateurs de Limousin dans le groupe qui est ce soir? Parce que je crois que c'est une des meilleures races pour la production bovine. Mais au cours des dernières années, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est les systèmes fourragers, comment aider les producteurs parce que j'ai à gérer les systèmes fourragers dans le cadre de ma propre ferme. C'est pour ça que Nathalie m'a invité aujourd'hui. Et aussi, c'est dans le cadre de différents webinaires que je donne chaque matin sur différents sujets. Puis aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet en particulier. Ça va être un sujet d'une série de 4. C'est avec tous les changements climatiques qu'on a de nos jours. C'est comment qu'on fait pour les producteurs de développer des systèmes fourragers qui vont être résilients face à ces changements climatiques-là et comment pour s'assurer qu'il y ait de la productivité, qu'il y ait de moins en moins de manque de foin ou réduire les manques de fourrage. Mais avant de débuter, on va commencer par une première question de sondage. La question est la suivante. Est-ce que vous pouvez répondre via le poll qui va être mis en ligne par Cyrine à l'instant? Est-ce que les changements climatiques affectent les systèmes fourragers sur votre entreprise? Vous avez le choix entre 3 réponses. Oui, non et pas encore. La fenêtre est à vous.
On va laisser encore quelques petites secondes pour les derniers répondants. Ok, c'est bon, je partage le résultat. Alors, parmi les répondants, ce que le sondage nous indique, c'est qu'il y a 71 des gens qui ont répondu qu'ils voyaient déjà que les changements climatiques affectaient leur système fourrager dans leurs entreprises. Et on en a 29 qui considéraient que ça ne les affectait pas encore. Bien, intéressant de savoir, puis ça va m'aider un peu durant la présentation. La deuxième question Zoom, c'est plutôt selon vous, quels seront les impacts des changements climatiques sur les systèmes fourragers de votre ferme? Ou quelque chose que vous percevez déjà? C'est quoi les enjeux que vous vivez déjà? Je te laisse partir la présentation, Cyrine. Puis les choix qui sont disponibles, c'est est-ce que ça va affecter les rendements dus aux épisodes de sécheresse, diminuer la survie hivernale, les changements de type de plantes fourragères implantées, c'est-tu des choses qui vont se passer, une augmentation des mauvaises herbes, ou ça va être nécessaire d'adapter des rotations? Ou aucun impact? J'ajoute aussi un petit complément technique. Toutes vos réponses sont anonymes, donc n'hésitez pas à répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vais laisser encore quelques petites secondes. OK. Voilà les résultats. Alors, merci aux participants. Alors, on voit dans les résultats que vous avez quand même là, varié les réponses. La réponse qui a obtenu 90 des résultats, là, vous avez constaté une perte de rendement due aux périodes de sécheresse. C'était suivi par des changements du type de plante à implanter avec 67 En troisième position, la diminution de la survie hivernale. Quatrième position, l'adaptation des rotations. Et finalement, cinquième position, l'augmentation des mauvaises herbes. Bon, on va pouvoir parler un peu de tout ça aujourd'hui. Parce qu'on va commencer rapidement, c'est savoir quels sont les impacts des changements climatiques. C'est des choses que vous avez pu voir, mais je vais vous lister les différents possibles impacts. Premièrement, avec les changements climatiques, s'il n'y a rien qui est fait, il va y avoir une augmentation de la quantité. Les fourrages vont augmenter, il va y avoir une augmentation de la croissance des fourrages à cause de l'augmentation du CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Il va y avoir des changements dans la composition des pâturages parce que, comme vous l'avez déjà constaté, il y a des plantes, des graminées, des légumineuses qui n'ont pas la même capacité de la résistance face aux problèmes de sécheresse, aux problèmes d'inondation. Et ça va changer la composition des pâturages. Aussi, ça va changer la qualité des pâturages puisqu'il est démontré que lorsqu'il y a des périodes de très forte chaleur, ça a pour effet de diminuer ça pousse la croissance de la plante, mais du même coup, ça diminue la digestibilité de la plante et affecte la qualité nutritionnelle de celui-ci. Il peut y avoir des pertes de rendement sur des problèmes de sécheresse. On croit que, je ne sais pas si c'est des producteurs qui viennent du Bas-Saint-Laurent ou des périodes de sécheresse ou que les prairies, les pâturages avaient des pertes de rendement. Ça aussi, ça va avoir des impacts sur le sujet. Il peut y avoir des enjeux aussi de lessivage, de l'azote, en fin de compte, dans les prairies. Si on se retrouve avec des périodes de fortes pluies en tant que telles, intenses, l'azote pourrait être lessivé des prairies puis avoir des pertes en azote. Une diminution de la survie hivernale. Pourquoi on dit ça? C'est parce que la luzerne, en fin de compte, pour se protéger l'hiver, elle rentre en dormance. Puis pour rester en dormance, il faut une température qui reste inférieure à 0 durant tout l'hiver et aussi éviter des redoux du mois de février ou de la pluie qui va créer de la glace, créer des amoncellements et affecter la survie de celle-ci. Autre chose importante, pourquoi on appelle ça des mauvaises herbes? Souvent, parce que les mauvaises herbes ont des capacités de croissance, des capacités d'adaptation encore mieux que les graminées ou les légumineuses et ont tendance à être plus efficaces pour croître dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles. Fait que ça va être une augmentation de la pression des herbes, des mauvaises herbes. Aussi, la même chose pour les insectes et les maladies, puisque souvent, il y avait des insectes et des maladies qui étaient tués durant des périodes des froids hivernales. Ça se peut qu'il y ait des changements au niveau de ça. Puis aussi, ça se peut qu'il y ait des différents insectes et maladies qui migrent plus vers le nord, qui se retrouvent seulement aux États-Unis et créent des problèmes chez la production.
Du même coup, tous ces facteurs-là vont augmenter les coûts de production des producteurs à la suite de différentes pertes de rendement, augmentation des intrants, coût d'intrants pour s'adapter. Aussi, l'important aussi, on en parle souvent, là, il y a de plus en plus de conscientisation de l'UPA, c'est d'augmenter le stress sur les producteurs. En étant moi-même producteur, hey, j'ai fait un semis, c'est sec, ça sèche, il n'y a plus rien qui pousse. Qu'est-ce que je fais? J'ai dépensé 10 000 et ça va augmenter le stress chez les producteurs au niveau du stress financier, mais aussi le stress psychologique. Comment on peut réduire l'impact des sécheresses sur l'entreprise? Un, diminuer la pollution pour réduire les impacts à long terme, puis réduire l'implication. Participer à l'assurance récolte pour faire face au gérer le risque, mais ça, c'est pas assez. L'assurance récolte ne couvrira pas l'ensemble des coûts. Ça va être un programme qui va coûter de plus en plus cher, puis il va falloir aussi développer. Les producteurs développent des nouvelles pratiques pour améliorer leur système, en fin de compte, des systèmes qui sont plus stables, plus résilients et plus résistants. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un système qui est stable, résilient et résistant. Ici, qu'est-ce que la stabilité? C'est la constance. Vous voyez ici la ligne pleine, c'est un système qui est peu stable. Ça veut dire, au moindre changement en tant que tel, ça monte, ça descend, les rendements des fourrages augmentent, diminuent des emplois importants. Tandis qu'un système qui est beaucoup plus stable, vous voyez, c'est la petite ligne en pointillé ici, peu importe les conditions changeantes dans le temps, ce système-là reste une moyenne. C'est sûr qu'il ne va pas chercher les hauts, mais il ne va pas chercher non plus les bas. En gros, on pourrait considérer ça dans des bons du trésor versus des actions qui sont très à risque. L'autre chose, c'est la robustesse ou la résistance d'un système. C'est la capacité d'un système, lorsqu'il y a un événement, une perturbation, à la fois de ne pas trop diminuer, mais aussi d'être capable de revenir à son état normal. Vous pouvez constater ici la ligne pleine, un système qui est plus robuste, ça veut dire qu'il y a une perturbation, il descend rapidement et a de la difficulté à remonter par rapport à un système qui est plus robuste, qui va avoir peu d'impact. L'autre chose, c'est la résilience en tant que telle. C'est un peu la robustesse, mais c'est vraiment la capacité d'un système à la suite d'une perturbation à se reprendre et aussi à s'adapter en tant que tel au niveau des changements. Finalement, le dernier concept, c'est vulnérabilité, parce que les systèmes fourragers, on est plus ou moins vulnérables à différents facteurs. Qu'est-ce que la vulnérabilité? C'est, en gros, cette petite zone bleue que vous voyez ici, c'est la capacité du système à sa sensibilité à des risques et son exposition. Fait qu'on veut des systèmes qui sont le moins vulnérables possible à différents événements en fonction des perturbations. Là, on vient de définir les différents concepts, puis ça va être la dernière fois qu'on va en discuter ce soir. Puis maintenant, comment qu'on fait? C'est quoi les leviers que vous avez à votre disposition, vous, producteurs ou au Québec, pour faire face à ces changements climatiques? Il y a deux approches. Soit qu'on peut augmenter la diversité à différents milieux, ou soit qu'on peut augmenter la capacité du système à s'adapter en tant que tel. On va voir différentes pratiques au cours des présentes présentations, diapositives. Quand on parle de diversité, il y a différents types. Est-ce qu'on peut parler d'espèces? Est-ce que c'est des graminées légumineuses à l'intérieur d'une prairie? La quantité, est-ce qu'on a plus qu'une sorte de graminées? Est-ce qu'on a plus qu'une sorte? Puis quand on parle de fonction d'espèces, graminées versus légumineuses. Aussi, oui, c'est à l'intérieur d'une prairie, mais à l'intérieur de l'ensemble de vos parcelles, de vos champs que vous avez dans votre entreprise, est-ce que c'est les mêmes en tant que telles cultures ou vous intégrez mettons, du chou fourragé ou du sorgho, de l'herbe du Soudan, en plus de vos graminées légumineuses standards pour avoir un portfolio qui est beaucoup plus diversifié? La diversité génétique, êtes-vous seulement, en fin de compte, une variété de luzerne ou vous faites de la diversité? Puis ça, il faut voir ça, en fin de compte, la diversité, c'est comme les portfolios ou quand vous faites un investissement, il faut un portefeuille diversifié pour être résilient au risque et résilient aux chutes du marché. Ici, c'est un simple tableau pour vous montrer que c'est une expérience qui a été faite en fonction du nombre d'espèces. Vous voyez, plus qu'on augmente le nombre d'espèces, plus qu'on augmente la stabilité de l'écosystème. On parle d'espèces fourragères. Et c'est la même chose pour la résistance de celui-ci. Plus qu'on augmente le nombre d'espèces dans votre prairie, plus que la résistance augmente. Et au niveau de la résilience, c'est un peu différent parce que dans des conditions qui sont, des années qui sont plus humides, en tant que telles, il va y avoir une diminution de la résilience plus que la vie d'espèces par rapport à une année sec. C'est la seule chose qu'il faut se rappeler. L'autre chose importante, c'est la productivité en grammes par mètre, en fin de compte, c'est les rendements des prairies. Il
pouvez constater que plus qu'on augmente le nombre d'espèces dans les prairies, plus qu'on augmente la productivité de celui-ci dans différentes conditions climatiques. Fait que le point qui est retenu ici fait que si vous travaillez avec seulement 2 espèces dans votre prairie, vous êtes beaucoup plus à risque si une espèce est mal adaptée par rapport à l'autre. Mais ça amène des défis, premièrement, quand vous avez plusieurs espèces. Un, il faut maintenir cette diversité, parce qu'on va savoir que oui, si vous faites des coupes fréquentes, c'est une chose, mais là, sur le pâturage, il y a tout le temps des plantes qui sont plus intéressantes pour les vaches ou les autres. Fait que ce qui fait une pression pour certaines d'entre eux qui vont être sélectionnés au fil du temps. Alors, c'est important des fois de faire du sursemis pour essayer de maintenir cette diversité. L'autre question que je ne peux pas répondre aujourd'hui, c'est vraiment, est-ce qu'on augmente cette diversité? Est-ce que ça va assurément augmenter la production des prairies? C'est une question que je ne répondrai pas aujourd'hui, mais c'est une question à se poser réellement. Jusqu'où qu'il faut aller en termes de diversité de prairies pour s'assurer notre choix? Puis je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Aussi, si on parlait de diversité, on a parlé vraiment de diversité en termes de nombre d'espèces, mais le type de fonction. Puis ça, on va y revenir dans mes 3 autres présentations. Lorsqu'on parle graminées de saison chaude versus graminées de saison froide. Vous allez voir tantôt qu'il y en a une qui sont plus productives au printemps, tandis que des autres sont plus productives au mois de juillet à août. Lorsqu'on parle aussi de graminées versus légumineuses, on ne se cachera pas que si vous êtes capable d'intégrer des légumineuses dans vos prairies, vous avez un moins grand besoin d'azote et ça pourrait faire d'augmenter vos gains en pâturage de votre production laitière de vos vaches, en fin de compte, de vos vaches veaux, lorsqu'ils la consomment. Annuel versus pérenne, oui, on a parlé de vivaces, mais ça se peut que vous allez voir tantôt, pour améliorer votre diversité, vous avez besoin de plantes annuelles, soit du chou fourragé ou des céréales pour faire du pâturage plus à l'automne, versus, en fin de compte, peut-être du sorgho, de l'herbe du Soudan pour le mois de juillet. Puis ça nous amène à la 3e question de ce soir en tant que telle, c'est vraiment quel type de rotation faites-vous chez vous? Est-ce que vous avez juste des rotations sur 5 ans, 7 ans, ou vous essayez d'intégrer à la fois légumineuses, graminées, des herbes, des plantes de saison chaude, sorgho, herbe du Soudan? Est-ce que vous implantez, mettons, des céréales d'automne pour faire des pâturages plus tard l'automne, ou encore du chou fourragé, du navet fourragé et tout autre? Vous pouvez aller écrire vos réponses directement dans la section de discussion. Fait qu'à ce moment-ci, ce qu'on va vous demander de faire, on va vous demander de participer. On aimerait ça que vous nous donniez succinctement le type de rotation que vous faites sur votre ferme, directement dans l'icône discussion. Et nous, on va comme un peu recueillir tous vos commentaires puis les inscrire là, sur un tableau pour pouvoir, après ça, montrer à tous les gens qui participent ce soir un peu le résultat de l'information que vous nous avez transmise. Fait qu'à partir de ce moment-ci, tous ceux qui sont capables, allez nous mettre un petit peu là, dans le chat, la discussion, le type de rotation que vous faites à la maison. Veux-tu qu'on laisse un peu de temps? Oui, bien là, les gens vont écrire un petit peu. Nous, on va être OK, c'est vrai. Je me demandais pourquoi que le tableau blanc apparaissait. Là, j'étais stressé. Non, inquiète-toi pas. Fait que, aussitôt que quelqu'un va m'avoir mis un élément dans l'item discussion, faites tout simplement écrire la rotation que vous faites et dans la discussion, vous cliquez sur Enter, Entrée, et je vais voir apparaître les réponses que vous nous donnez. Une année en céréales et 4 ans en foin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait d'autres types de rotation? Il y en a qui font aucune rotation. C'est correct. Rotation de 7 ans, plus sorgho annuel, plus pâturage permanent. Plus pâturage permanent, 7 ans, Cyril, au début. Une autre réponse ici, avoine grainée, 5 à 7 ans, prairie. Et dans la prairie, de ce que je comprends, c'est de la luzerne dactyle. Et une autre réponse ici qu'on a. C'est quel graminé que vous faites implanter, M. René Aubé, de vos légumineuses? C'est trèfle rouge, trèfle blanc, luzerne, ou vous mettez du lotier? Si vous voulez compléter,
Pendant ce temps-là, Cyrine, on a 5 ans luzernière, 5 ans luzernière, 2 ans maïs en silage, 1 année avoine pois, pour évidemment aller vers une nouvelle prairie graminée là, à la fin. Alors, ici, tantôt, on avait la réponse qui a peut-être été complétée. Semi-direct de graminées, plus 3 ans en légumineuses, j'imagine. Plus 3 légumineuses, excusez. Semi-direct graminées, plus 3 légumineuses. Merci, M. Aubé. Le Ladino. C'est ça, la légumineuse, le et le dîner. On a ici une autre réponse. Avoine, pois, grainé. Trèfle rouge, mi-brome sur 6-7 ans. Avoine, pois, grainé. Trèfle rouge, mi-brome sur 6-7 ans. Et on a une autre réponse ici qui nous dit 1 année avoine, 7 à 10 ans de prairie, avec sursemis à tous les ans. Donc, ceux qui voulaient encore écrire quelques petits éléments, vous avez encore quelques secondes. Sinon, on pourrait peut-être regarder un peu qu'est-ce qui s'est écrit, M. Leduc, et voir si... Ah, ici, peut-être juste ajouter, Cyrine, 3 ans en prairie. Je trouve ça intéressant. Il me semble qu'on n'entend pas souvent. 1 an millet perlé. Et 1 an implantation de nouvelles prairies sous avoine. Et ici, on a une précision qui disait que parfois, ils vont semer de l'avoine fourragère en plante abri quand ils font des implantations. C'est un autre commentaire. Alors, ben, c'est peut-être intéressant. Je ne sais pas si Maxime, tu as quelques commentaires à faire par rapport aux réponses des gens. Moi, je voudrais, ça va être d'autres questions. Là. Je sais que c'est peut-être pas adapté pour ça. Je vois que souvent, on a nos fameux classiques dans les légumineuses ou les graminées. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du pâturage plus à l'automne, essayent du chou fourragé? Je voyais que quelqu'un, il y avait du millet fourragé ou des fois du sorgho ou des fois peut-être de l'herbe du Soudan. Ça, c'est le genre de questions que je me pose. Puis je dois savoir aussi, peut-être prendre le temps de réfléchir. C'est aussi, il faut l'écrire dans le chat pendant que je vais parler, c'est de savoir, y a-t-il des choses qui vous empêchent de dire, hey, je vais essayer d'implanter des nouvelles prairies? C'est quoi vos freins pour décider, hey, je vais faire des rotations soit plus courtes ou encore, je vais essayer des nouvelles choses dans mes prairies comme qu'on va pouvoir, je vais présenter aujourd'hui, puis dans mes prochains webinaires, genre des graminées de saison chaude ou encore essayer d'étendre le pâturage plus à l'automne avec d'autres types de plantes fourragères. Fait que, prenez le temps d'y réfléchir. Je vais laisser Nathalie regarder des réponses, puis on va pouvoir s'en reparler. Puis à la suite de la présentation, puis ça va, comment je peux dire, ça va stimuler un peu plus la discussion, puis on va, pour la suite des choses, là, puis c'est des choses qui sont des classiques, avoir une poire, des choses comme ça, pour savoir qu'est-ce qui va être nouveau. Là. Alors, c'est ça. Il y a quelqu'un ici qui, d'ailleurs, rebondit sur tes commentaires. Pâturage avoine grainée avec un mélange de 6 sortes de graminées. C'est quand même une bonne diversité, hein, parce que le thème que tu utilisais, là. Puis, C'est quand même intéressant de voir là, que les pratiques qui, comme tu disais, se recoupent, qui étaient plus, qu'on entend plus souvent. Mais il y a quand même des gens qui arrivent avec des idées un peu différentes. C'est quand même intéressant de je veux voir. savoir, y en a-tu qui ont déjà essayé de l'Alpis roseau? Je suis un grand fan de cette plante quand c'est bien semé, là, mais c'est quelque chose qui nécessite. C'est une plante à voir qu'on va discuter dans les autres présentations. Là. Ce que je remarquais, en fait, ceux qui ont mis des années, là,
Alors, on passait de 4 à 10 ans. Là. Alors, il y avait quand même une diversité aussi parmi les pratiques des gens par rapport aux années de rotation. 4, 7 ans revenaient, puis on allait jusqu'à 10 ans dans certains cas. Ben, je crois que c'est l'enjeu. Il y en a qui disaient qu'ils faisaient du sursemis. C'est simplement de s'assurer de garder la population. Il y avait un producteur, ou je n'ai vu un ou deux, c'est de sursemer toutes les années, en fin de compte. Il n'y a pas de problème de garder des graminées, en fin de compte, à long terme, sur plusieurs années, mais c'est s'assurer, de fournir les éléments nutritifs qui sont nécessaires, s'assurer que le pH, faire du pH de correction, puis aussi d'assurer le sursemis pour, comment je pourrais dire, pour maintenir une certaine population de légumineuses à l'intérieur de celui-ci, parce que ceux-là vont chuter grandement. Il y a un commentaire ici. Avec des pâturages permanents, il est difficile de sacrifier une portion pour faire une culture d'automne. Je préfère augmenter la productivité des pâturages permanents en faisant du solage, du sursemis. C'est quand même un bon commentaire. OK. Merci, Justine. L'important, en fin de compte, c'est juste de s'assurer de réduire vos coûts de fourrage au final, parce qu'il doit y avoir plusieurs personnes qui vont vous dire ça. Mais je sais que vous êtes bon dans les producteurs de bœuf par rapport aux producteurs de lait, de réduire vos coûts de fourrage, parce que vous avez moins d'équipement en général, puis les prairies sont plus longues. Fait que c'est des bonnes pratiques, en fin de compte, le solage, le sursemis, puis aussi de s'assurer de fournir, en fin de compte, d'avoir des graminées qui sont plus adaptées aux problèmes de sécheresse que de peut-être réimplanter si vous n'en voyez pas le nécessaire. Fait que, parce que je crois que chaque entreprise a ses spécificités. Il faut vraiment s'adapter à un plan. En fin de compte, là, on va en discuter un peu plus de la planification stratégique. Tout doit être adapté en tant que tel à chaque ferme. Il y avait Edith Lafont, tu le qui a fait un commentaire qui dit l'Alpis roseau, oui, elle l'a essayé à la réponse à ta question, mais les vaches ne la trouvaient pas appétante. J'ai essayé aussi le trèfle d'Alexandrie avec Régraphe, mais ça a été un échec, car les balles n'ont pas bien fermenté et les corps ne les mangeaient pas du tout. OK. Deux choses par rapport à l'Alpis roseau. L'enjeu là-dedans, c'est très permanent. J'en ai moi-même dans mes prairies. Il faut faire attention à la première coupe, parce que si vous faites la première coupe, c'est comme du dactyle, là, mais encore pire, parce que si vous laissez vos vaches, le foin monte en fin de compte au-dessus de vos vaches, là, il ne sera pas bon. Mais par la suite, après la première coupe, c'est juste de la feuille. C'est très tolérant au piétinement dans les terrains humides et c'est aussi plus tolérant au niveau de la sécheresse. C'est simplement, il faut faire attention à la première coupe, de ne pas laisser attendre une première coupe au mois de 20 juin ou 24 juin. C'est sûr que les vaches n'aimeront pas. Puis qu'est-ce qui est du trèfle d'Alexandrie puis du régras, c'est des plantes qui sont, à mon avis, qui vont être très difficiles à sécher. Il faut juste s'assurer d'avoir le bon taux de matière sèche à l'intérieur de celui-ci, pas trop humide, en bas de 35 de matière sèche, c'est à risque, pour s'assurer que ça fermente bien dans les balles. Sinon, ça va sentir l'acide butyrique puis ça va sentir le cadavre. C'est peut-être pour ça que les vaches n'aiment pas ça, là, en fin de compte, jusqu'à un certain point. Là. Merci. Je ne pas avoir de nouveaux commentaires. Fait qu'on pourrait peut-être, Maxime, revenir un petit peu à ta présentation. Oui, avec plaisir. Je vais juste retrouver une présentation. Un peu. Sondage. On est parti. Bon, autre chose en fin de compte, là on parlait en fin de compte de diversité, toujours dans le processus de diversité. On a parlé de diversité en termes de nombre de plantes, en termes de type de plantes, graminées, légumineuses, mais aussi dans le système de rotation, parce que c'est important en fin de compte d'avoir, comme je disais, un portfolio pour assurer la stabilité et la résistance. Puis comme vous pouvez voir ici, vous pouvez voir différentes graminées. Vous voyez le pâturage des prés, le dactyle, la mauvaise herbe, le chien-dent, l'alpis roseau, le brome des prés, la fétuque élevée, puis la fléole. Puis vous voyez différents mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Puis là, on voit leur performance en fonction des saisons. Vous pouvez constater qu'il y a différentes prairies que durant le mois de juillet, c'est très faible. Lorsqu'on parle de pâturage des prés, dactyle, le chien-dent même. L'alpis roseau, comme je vous parlais, en fin de compte, il y a une productivité beaucoup plus stable. Le brome des prés, il est très fort en fin de compte jusqu'au mois de juillet. Après ça, ça diminue à l'automne. La fétuque élevée, c'est un peu la même chose. Puis la fameuse fléole, où elle est peu performante en fin de compte. Après la première coupe, il y a des problèmes. C'est une des raisons pourquoi je vous parlais de l'alpis roseau, puisqu'il a une production un peu plus stable. Il est un peu plus dur à implanter, mais beaucoup plus stable dans la suite.
Lorsqu'on regarde les légumineuses, la luzerne, on peut voir, c'est une des championnes où la stabilité est d'une bonne qualité. Lorsqu'on parle du lotier, qui est ici, on parle du trèfle rouge, du trèfle sucré, du trèfle alsique. Vous voyez, le trèfle alsique, on essaie de l'éviter parce que ça ne produit pas vraiment durant l'été. Et la même chose pour le trèfle dino. Les performances sont plus ou moins intéressantes. Il vaudrait mieux y aller avec du lotier dans les prairies que du trèfle dino. Puis ça, on va pouvoir en discuter dans une autre présentation. Finalement, on voit des graminées de saison chaude, où on voit, en fin de compte, juste le sorgho. C'est vraiment plus le juin-juillet que ça se passe. C'est pour ça que c'est intéressant de les inclure pour compenser des pertes de rendement durant la saison. Puis l'idée là-dedans, ici, c'est vraiment quand je parlais de portfolio, parce qu'on parlait de graminées de saison froide, on voit que c'est une très forte production au printemps, ça diminue par l'été, puis ça augmente un peu l'automne. C'est là que c'est intéressant d'intégrer des graminées de saison chaude, c'est pour combler le besoin qu'il y a au mois de juillet à août là-dessus. Puis aussi de l'accumulation de fourrage, que ça peut être souvent fait à partir de vos prairies, de la fétuque qui fonctionne très bien dans ce domaine-là, qui peut être conservé pour allonger les prairies. Et ça, il faut juste planifier comme il faut les fourrages ou semer en fin de compte, des différents, en fin de compte, choux fourragers qui peuvent être intégrés. Mais ça, en fin de compte, ça nécessite différentes étapes qu'on va voir un peu plus comment implanter les différentes dans les systèmes fourragers. C'est souvent les étapes de base qu'on va voir tantôt, c'est vraiment débuter avec le fourrage de base graminées légumineuses. Après ça, regarder comment on peut combler ces besoins-là avec des nouvelles légumineuses ou graminées qu'on pourrait implanter dans l'entreprise. Et finalement, s'assurer de trouver des étapes pour augmenter la période de pâturage à son maximum avec une bonne planification puis des bonnes prairies dans la rotation. Précédemment, en fin de compte, on a parlé vraiment de diversité. Maintenant, on va parler de capacité. C'est quoi la capacité? C'est vraiment la capacité d'un système à se transformer, s'adapter pour faire face aux changements climatiques. Et ça, en tant que tel, c'est aussi, en fin de compte, ça peut se faire à différents niveaux, soit au domaine biologique, au niveau technique, ou au niveau de la composition organisationnelle, comment on gère les animaux. Là, on peut parler là-dedans des différentes pistes. La gestion des pâturages de défoliation, c'est comment qu'on gère ça, la rotation, la santé des sols, la fertilité des sols. Ici, on va parler en termes de fertilisation, en termes du soufre ou encore du potassium qui ont des impacts sur la résilience des plantes, la résistance des plantes sous sécheresse, la gestion des mauvaises herbes, la gestion des maladies des insectes, qui sont intérêts aussi. Rapidement, en fait, juste pour vous montrer un graphique qui a été fait sur la production totale de fourrage en fonction lorsqu'on envoie les animaux au pâturage, qu'on le coupe à 20 mm, on le garde à 20 mm ou 2 cm, 40 mm, 80, 120, 160. Vous pouvez voir, en fait, simplement un conseil, on n'ira pas dans la régie des pâturages, c'est simplement pour vous dire que s'il y a une mauvaise régie des pâturages et que les fourrages sont maintenus au ras du sol, ça va avoir des impacts sur l'ensemble de la productivité du fourrage. C'est pour ça que c'est important de maintenir. On rentre à peu près à 8-10 pouces dans le pâturage et on ressort à 4 pouces pour laisser le temps de la croissance. Puis vous pouvez voir que c'est ces pratiques-là qui permettent d'augmenter la productivité totale des fourrages dans vos pâturages. Autre chose, facteur important, juste par exemple, pour la capacité d'une prairie à maintenir, on parle de matière organique du sol. Je ne pense pas que c'est des problèmes des producteurs de bœuf, mais c'est peut-être plus le problème des producteurs de grande culture, mais c'est juste pour vous montrer que pour différents types de sols, des sols sableux, limoneux, en fin de compte, ou limon argileux, limoneux, c'est que plus qu'on augmente la matière organique du sol, plus c'est possible pour celle-ci d'accumuler de l'eau dans le sol. Ce qui veut simplement dire, puisqu'on regarde, on passe d'un sable, on passe environ de 1 à 2,5, en fin de compte, pouces d'eau qui peuvent disponibiliser de l'eau qui est disponible. C'est pour ça que les bonnes pratiques qui permettent de maintenir ou d'augmenter la matière organique du sol aident les systèmes fourragers à être résilients face à la sécheresse. Ici, en fin de compte, c'est le nombre de jours qu'il peut y avoir de sécheresse, la résilience d'un système à la sécheresse pour les mêmes types de sols sableux, limoneux argileux. En termes de jours, lorsqu'il y a juste 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez que jusqu'à 1 % de matière organique dans le sol, on passe à peu près à 1,5 jours jusqu'à 10 jours où il peut avoir et qui a une beaucoup plus grande résilience. Le point à retenir ici, c'est que plus qu'on maintient une santé des sols, plus qu'on augmente la matière organique du sol, plus que celui-ci va être adapté à des problèmes de sécheresse ou des manques d'eau. Autre chose importante ici, on ne parlera pas de matière organique ici. On parle aussi de la matière organique, mais aussi du type de semis. Ici, on va comparer, excusez-moi, ma souris a de la difficulté des fois.
on va parler d'un système de semi-direct, d'un travail du sol minimum ou un travail du sol conventionnel. Ici, on va retrouver la quantité, en fin de compte, l'humidité dans le sol, en fin de compte, la quantité d'eau à une base à 10, entre 0 et 2 cm, 10 et 20 cm et 40 et 60 cm. Puis qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que lorsqu'on fait, on fait du semi-direct, les sols qui sont faits avec du semi-direct sont beaucoup plus résilients en termes d'humidité. Ils conservent une plus grande quantité d'humidité à la surface que ceux qui ont un travail minimum, un travail conventionnel. Et ça peut être aussi un élément important, en fin de compte, pour avoir des systèmes plus résilients à la sécheresse. Autre facteur important, en fin de compte, si on parle de compaction, je parle du rendement en grain, non en fourrage, on peut constater que l'axe ici du bas, c'est plus qu'on augmente, on parle de faible compaction à haute compaction et les rendements en grain. Ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Lorsqu'on a une saison humide, plus que le sol est compacté, moins qu'en tant que tel, la productivité est importante. Mais pour un sol sec, jusqu'à un certain point, une petite compaction aide en tant que tel à maintenir l'humidité du sol. Mais si ça devient trop compact, on voit une chute de productivité. Le message qu'il y a à retenir ici, c'est simplement, oui, on a parlé de matière organique, mais une santé des sols qui est bien aérée, qui n'est pas compactée, va vous aider, en fin de compte, à augmenter votre productivité lors des problèmes de sécheresse. Puis ça, c'est vraiment difficile. Je ne cacherai pas, oui, regarde, c'est le scientifique qui parle ou c'est le gars qui ne connaît pas l'agriculture. Je sais c'est quoi être producteur, je sais c'est quoi être coincé, savoir, OK, c'est quoi les décisions. Puis ça, c'est un réel défi. Puis l'enjeu là-dedans, votre défi, c'est comment on trouve l'équilibre. Parce que je sais que vous n'avez pas d'outils présentement. Il manque d'outils présentement sur le marché pour savoir, OK, c'est quoi les bonnes décisions, c'est quoi les bonnes rotations que je dois faire. Et aussi, c'est comment tenir de cette hétérogénéité de vos champs, parce que chaque champ est différent, chaque champ ne répondra pas aux mêmes choses, puis ça peut avoir des impacts économiques sur votre entreprise. Puis aussi, c'est de savoir, l'autre défi, ça va être qui est présentement, c'est dans tout ça, pour aider la résilience, c'est comment stimuler et faciliter l'adoption de ces pratiques. Ça étant dit, oui, là, je vous ai parlé en fin de compte, c'est quoi les facteurs, mais ça doit se faire dans une planification stratégique de vos systèmes fourragers. Qu'est-ce que ça inclut, une planification stratégique? C'est que c'est une planification qui est plus à long terme, pas juste sur un an. Ah, OK, qu'est-ce que je sème cette année, quel champ que je fais? Mais il faut que ça soit vu sur 5 ans, parce que certains d'entre vous faisaient des rotations de 4, 5, 7 ans. Puis ça, il faut être important de planifier pour différents facteurs. Pour, premièrement, inclure les animaux. C'est quoi les besoins que vous avez? C'est quoi les besoins pâturage? C'est quelle plante qu'on va implanter? Puis c'est quelle plante qui est mieux adaptée pour certaines conditions au niveau des vos types de sol? Puis autres composantes environnementales, c'est quoi en tant que tel les différentes raisons, la présence de ruisseaux, la présence de vos clôtures électriques. Puis il y a certaines étapes qui sont à maintenir pour la planification stratégique que vous pouvez aller consulter votre agronome, votre spécialiste, parce qu'on ne fera pas une planification stratégique avec vous ce soir, mais juste pour vous cibler, c'est quoi les différentes étapes. Le premier principe, c'est de s'assurer de sortir le choix des espèces avec les ressources disponibles dans le sol. On ne plantera pas une même espèce dans un sol sablonneux qui est souvent sensible à la sécheresse versus un sol qui est plus sensible à être humide, en fin de compte, qui est très humide. Aussi, il faut s'assurer que les fourrages que vous allez produire vont répondre aux besoins de vos vaches. Parce qu'une vache terrine ne consomme pas la même chose qu'une vache en lactation ou un veau ou un bouvillon à croissance. Ça, il faut s'assurer d'avoir ces plans de fourrage-là dans votre portfolio de fourrage pour s'assurer de combler ces besoins-là. Sinon, ça va être des coûts supplémentaires pour vous par la suite. Aussi, minimiser la gestion des nutriments, ce qui veut dire on va essayer de minimiser l'application d'engrais, s'assurer qu'on applique la bonne façon, les bons moments, la chaux et les fumiers, et pour aussi éviter des problèmes de la qualité de l'eau. Autre principe, c'est vraiment, il faut s'assurer que on parle de pâturage, oui, mais aussi il faut proposer des fourrages. Quel genre de production? Oui, vous avez beaucoup plus de balaron dans la production de bœuf, mais souvent peut-être même qu'il y a des bunkers. Il faut s'assurer que ça fit à l'intérieur de tout ça, en fin de compte, dans votre planification. Aussi de s'assurer, puis on parlait vraiment de l'entreposage des fourrages pour l'hiver, mais il faut être capable d'assurer le cycle de production, c'est quand vos vaches veillent, c'est quand ils ont besoin de meilleure qualité de fourrage et la gestion de ces pâturages-là. Surtout, le facteur important, puis parmi, c'est vraiment tenir compte des ressources humaines, matérielles et financières. Ça mène juste un point, c'est que chacun d'entre vous qui est là aujourd'hui, vous êtes spécifique et chacun a besoin d'une stratégie qui est différente pour tenir compte de vos réalités en termes de main-d'œuvre, en termes de sol, en termes de taille
et en termes, en fin de compte, de croyance aussi, en fin de compte, et votre désir, jusqu'à quel point vous souhaitez améliorer ou non vos pratiques. Ça amène certains défis, là, en fin de compte. Premièrement, c'est vraiment difficile parce que ça nécessite d'intégrer différents systèmes, l'animal, le sol, la plante. Ça nécessite une approche qui est multidisciplinaire, ce qui veut dire qu'on a besoin d'agronomes, on a besoin d'agroéconomistes, de responsables d'ouvrage pour assurer quelque chose qui va se faire. Parce qu'une planification stratégique, c'est quelque chose qui est sur du long terme. C'est quelque chose que, oui, on peut adapter, mais il faut se donner certaines balises. Parce que si vous commencez une planification stratégique en année 1, puis vous décidez de ne plus la faire, un, vous allez avoir perdu de l'argent, puis deux, ça pourrait causer des risques. L'autre enjeu, c'est que présentement, il y a l'absence d'outils de données, l'absence de données sur l'entreprise, des fois, pour aider à faire ces planifications stratégiques, fait que ça peut être difficile. Et ça, c'est une de mes combats de tous les jours, en fin de compte, autre que les conférences, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut donner comme outil aux producteurs. Parce que selon moi, ce n'est pas normal que plein de personnes d'entre vous sont d'aller sur Facebook, YouTube, mais des fois, qui ont la misère à utiliser leurs logiciels qui sont fournis par leur fédération ou pour les producteurs pour faire leur gestion. Puis ça, ce n'est pas normal, surtout avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Puis ça, c'est un vrai enjeu que les producteurs pour implanter leur planification stratégique, c'est peut-être qu'ils n'ont juste pas les outils qui s'intègrent à leur vie. Les premières étapes, en fin de compte, pour réussir votre planification stratégique, il faut savoir, OK, c'est quoi les besoins en fourrage des animaux? Premièrement, ça peut être fait avec un nutritionniste si vous savez le nombre de balles. C'est vraiment d'optimiser le besoin en termes de matière sèche. Puis pour l'ensemble des catégories, parce qu'un bouillon d'agraissement n'aura pas les mêmes besoins qu'une vache tarie. Ça, c'est important de le savoir. Connaître la qualité des fourrages animaux à atteindre. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un fourrage qui est pour vache tarie, qu'on essaie de minimiser la quantité de protéines, puis un fourrage qui est plus, la digestion de la fibre est moins bonne? Fait que c'est important de savoir ça pour cibler, OK, quand on va planifier les coupes ou quand on va faire la rotation pâturage. Travailler surtout avec votre nutritionniste de votre entreprise pour s'assurer de combler ces besoins-là. Parce que souvent, le gars des faux champs ne connaît pas tous les besoins, qu'est-ce qu'il a besoin pour la vache. C'est vraiment un travail d'équipe qui doit être fait. Autre chose à tenir en compte, c'est votre système d'inventaire. C'est quel type d'inventaire vous avez pour gérer ça? Parce que vous avez des silos, ça doit être un peu moins commun, mais si vous avez des bunkers, si vous avez des balles rondes, des balles carrées, il faut le tenir en compte. Puis même aussi savoir où sont disposées ces balles rondes-là. Sont-ils disposées près de la ferme? Sont-ils éloignées? Fait que ça, c'est à tenir en compte. Comme je dis, capacité d'entreposage, méthode de remplissage, méthode de reprise, équipement de récolte. Puis là aussi, c'est de tenir compte, en fin de compte, dans votre planification, c'est quoi les contraintes de chacun de ces systèmes. Là, au niveau d'humidité de la récolte, la perte de matière sèche, parce que peut-être vous ne savez pas, mais certaines entreprises, le foin qu'ils récoltent qui est au champ, ils en perdent jusqu'à 25 dans différents processus à cause du plastique épercé, à cause des mauvaises pratiques. Puis ça vaut beaucoup d'argent. J'avais déjà fait une étude pour le secteur laitier. Certaines fermes perdaient jusqu'à une ferme qui venait en lactation sans vaches, perdait des fois jusqu'à 70 000 juste en perte de matière sèche qui n'était pas conscient. Ça doit être la même chose aussi un peu dans le secteur des bovins de boucherie, fait qu'il faut vraiment y faire attention. Facilité à la reprise, puis capacité de séparer les fourrages, parce que si vous mettez tout ça ensemble, puis vous n'êtes plus capable de vous souvenir c'est qu'est-ce qui est le fourrage pour les bouillons d'engraissement, qu'est-ce qui est pour les vaches taries, vous allez trouver dans le trouble, ça va avoir servi à rien. L'autre chose, on a parlé des systèmes d'entreposage, c'est la même chose sur les pâturages qu'il va falloir faire, c'est savoir c'est quoi la régie actuelle des pâturages, c'est du pâturage intensif, du pâturage en bande, ou du pâturage en continu que les vaches sont là pendant 2 semaines. Quelqu'un a de calculer c'est quoi la durée de la plaisance, l'état actuel des pâturages. Est-ce qu'ils sont détériorés? Est-ce qu'ils sont encore un bon rendement? Est-ce qu'ils ne sont pas bon rendement? Il faut renouveler ces pâturages-là, il faut les inclure dans la planification. Où sont sur votre système de burement? Est-ce qu'il y a plus que 700 pieds, en fin de compte, entre votre abreuvoir et la limite de votre pâturage? Parce que ça va avoir des impacts sur la consommation des fourrages dans votre entreprise. Parce qu'habituellement, quand un abreuvoir est à plus de 700 pieds, les animaux viennent en groupe au lieu de venir individuels lors de l'abreuvement. La qualité de vos clôtures, avez-vous des bonnes qualités de clôture électrique? Ça étant dit, par la chose, d'autres choses à évaluer avant de faire votre planification, c'est vraiment savoir, avoir une estimée des rendements. Est-ce que c'est quoi la rentabilité? C'est quand la dernière fois vous avez fait renouveler vos prairies? C'est quoi les rendements étudiants qui sont moins productifs que d'autres? C'est quoi aussi, est-ce qu'ils ont des enjeux de fertilité? Est-ce qu'ils ont des enjeux de drainage? C'est quoi la topographie, la distance de la ferme, l'historique d'application des pesticides, les règles environnementales qui sont proches d'un cours d'eau ou non, la fertilité et santé des sols. Et tout
tout ça doit tenir en compte. Vous voyez, ça commence à être de plus en plus complexe. Puis je peux comprendre des fois que ça peut être un enjeu pour des producteurs ou même moi en tant que tel, c'est quelque chose, son entreprise, ça prend du temps en fin de compte. Et des fois, ce n'est pas tout le temps disponible. Aussi, c'est lorsqu'on fait le développement des scénarios, c'est réfléchir à différentes stratégies. C'est quoi les possibilités pour maximiser les ressources disponibles? À la fois vos tracteurs, à la fois vos ressources humaines, à la fois vos prairies. Comment on peut maximiser le tout? Puis ça, des fois, ça se fait essai-erreur avec différents scénarios. Puis ça, il faut considérer l'ensemble des besoins pour, en termes de matière sèche, s'assurer qu'il y ait. Faut s'assurer de travailler avec une panoplie d'outils et au lieu de rester fixe de notre rotation et être ouvert d'esprit. Puis aussi, c'est comme je dis, réfléchir pas juste une année, mais réfléchir sur 5, 6, 7 ans. Parce qu'il faut éviter les changements drastiques parce que vous avez tout, c'est l'année 2 ou l'année 1, vous avez investi du temps, puis vous avez planifié des choses, puis vous changez du tout au tout. Vous avez tout perdu vos investissements. Puis l'autre chose importante, c'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, pour le choix de vos prairies aussi, c'est vraiment de commencer des fois avec les prairies, des plantes fourragères pérennes. Par la suite, on va en discuter. Choisir des prairies de toute façon annuelle, saison froide, saison chaude, pour complémenter puis s'assurer d'avoir une production à l'année longue. Et essayer d'allonger ces périodes de pâturage. Puis ça nous mène un peu à notre quatrième sondage, qui est le suivant. Je vais laisser le pouvoir le partir. Puis ça, on a parlé vraiment, vous pouvez le voir, c'est vraiment diversifié. Moi, je veux savoir de qui obtenez-vous vos conseils pour la gestion de vos pâturages? Soit des clubs conseils, des experts de la coop, Solio, toute autre compagnie, du MAPAC, un consultant privé, de d'autres producteurs, Facebook, Bovie Expert ou aucun. C'est à vous la parole. Oh, excusez-moi. Je rappelle que le sondage est anonyme, donc soyez pas gênés de répondre aux questions. On aurait dû rajouter Nathalie au cas où. Oui, mais moi, je ne réponds pas au sondage. C'est sûr, non, mais je veux dire, Nathalie, ça aurait pu être la conseillère. C'est pour ça que je dis ça. OK. Non. OK, je vais laisser encore quelques secondes pour les derniers qui veulent répondre. Bon, voilà. Donc, alors, le sondage vous offrait différents choix. On n'avait pas de choix là, où écrire des réponses, mais quand même, c'est intéressant de voir que c'est quand même diversifié dans notre choix de réponse. Alors, on a quand même 25 qui est attribué au club conseil. Suite à ça, on a 21 qui nous disent qu'ils ne reçoivent aucun conseil. 17 qui font affaire soit avec l'expert conseil de la coop, Solio ou autre. Là. Après le 17 on tombe à 13 pour les Bovie experts. Et à égalité, 8 le consultant privé ou d'autres producteurs et 4 pour Facebook. Fait qu'on voit quand même que c'est diversifié, là, qu'il n'y a pas de concentration comme telle dans le choix là, des consultants dans la production, dans ceux qui participent ce soir à la conférence. Je pensais qu'il y a un... C'est resté coincé là. Aussi, comme je l'ai indiqué, excusez-moi pour cette petite rotation, faites-vous chez vous. L'autre enjeu aussi, comme je le dis, c'est une approche vraiment qui est multidisciplinaire. Puis ça, je vous encourage à intégrer des agroéconomistes, des spécialistes en agriculture, des spécialistes en grande fourragère, en nutrition animale. Puis ça, présentement, il y a des subventions au réseau Agri qui financent que 85 ce type de choses, d'activités multidisciplinaires jusqu'à 5 000 $. Puis ça aussi, il y a des bonifications au réseau pour la relève, en fait, contre les producteurs biologiques. C'était le simple point. Puis ça, en tant que tel, c'est la bonne. Puis ça mène en fait compte à la période d'échange. Si vous avez des questions, puis il faudrait rappeler qu'il va y avoir des sujets pour les prochaines diapositives, les prochains webinaires. On va parler de choix des espèces pour les pâturages, je crois, Nathalie. Les graminées de saison chaude, en fin de compte, comment les gérer. Puis aussi tout ce qui est
On va parler des brassiquets. C'est tout ce qui est des plantes qui peuvent, comment je pourrais dire, les choux fourragers, les navets fourragers, mais aussi je vais essayer d'intégrer d'autres plantes fourragères qui peuvent être utilisées pour augmenter la durée des pâturages, peut-être pour faire du 180 jours de pâturage ou 200 jours de pâturage à l'année au Québec. C'est ça les prochains sujets qu'on va discuter dans les prochains webinaires.